Voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 25e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Femmes et Diversité est une association qui met en lumière la diversité des femmes et les femmes de la diversité à travers l'image et les récits inspirants. Donc à travers un film documentaire, une série d'interviews de femmes inspirantes que j'ai appelées Paroles de femmes, des formations à l'empowerment féminin, et enfin, ce book club, cette parenthèse littéraire mensuelle que j'anime depuis presque 3 ans, pour se retrouver et pour se ressourcer. Chaque mois donc, depuis le premier confinement, nous invitons une écrivaine qui nous inspire et nous enchante par son travail et avec qui nous allons aborder des thématiques en lien avec la condition des femmes. Et si nous étions des recettes sur pattes, avec nos ingrédients, nos épices qui pimentent nos personnalités, des épices dont nous ne connaissons pas toujours l'origine, mais qu'on veut bien souvent nous assigner volontiers. La théorie des aubergines est un théâtre où le vivre ensemble se conjugue au pluriel. Tous les personnages, riches de leur individualité et de leur diversité, se révèlent au fil des pages comme un beau diamant dont on découvre les différentes facettes. Leïla Bahsein, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai lu ton premier livre, Le ciel sous nos pas, il y a quelques années, en été d'ailleurs, il y a deux ans de ça. Et j'avais beaucoup aimé déjà à l'époque le ton que tu employais, le ton libre et authentique. C'est donc avec une grande joie de te recevoir pour ton deuxième roman, La théorie des aubergines, publié chez Albin Michel. Tu écris « La cuisine est semblable à l'écriture. Elle est capable de sublimer l'existence, d'exhumer les scènes des jours évadés. » As-tu choisi le roman pour justement te donner plus de liberté à l'écriture? Et est-ce que tu peux nous préciser le contexte dans lequel est née l'écriture de cet ouvrage? Tout d'abord, bonjour. Bonjour Leïla et bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous donc aujourd'hui. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation. Je suis très contente d'être invitée par votre très belle initiative Femmes et Diversité et je vous félicite pour toutes les actions que vous faites. Pour répondre à votre question, en vérité, moi, ma démarche d'écriture, elle s'inscrit justement dans cet objectif que vous avez très bien résumé, celui de rassembler, celui de peut-être de graver quelque chose peut-être qui serait fugace autrement et qui disparaîtrait de l'existence si on ne l'écrivait pas. Et je pense que c'est quelque chose de commun à plusieurs écrivains. Cette volonté de graver dans le marbre quelque chose qui est voué à l'oubli et qui pourrait nous enrichir, hein, non seulement nous en tant qu'écrivains, mais également les personnes qui pourraient partager cet instant avec nous en nous lisant. Et alors pour le coup, dans quel contexte est-ce que tu as écrit cet ouvrage? Dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu as écrit cet ouvrage? Pour cet ouvrage-là en particulier, donc la théorie des aubergines, je suis partie d'une expérience personnelle puisque j'ai travaillé comme conseillère en insertion et c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Au fait, le travail social, l'engagement dans des associations, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. Et, et donc, quand j'étais conseillère en insertion, j'accompagnais des personnes très, très diverses avec des profils variés. Et qui souvent a été considérés au fait comme des gens un peu à mépriser, hein, de par les difficultés que ces personnes-là rencontraient. Et j'ai découvert au fur et à mesure de ce métier-là qu'en réalité, ces personnes-là, souvent, avaient une facette très lumineuse, parfois cachée, et parfois pas du tout. C'est simplement, elle s'offrait à ceux qui voulaient bien la voir et la valoriser. Et donc, je me suis dit, un jour, je vais faire un roman de cette expérience-là. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça prend ses sources dans une expérience personnelle, finalement. Exactement. Alors, avec cet atelier de cuisine, est-ce que tu ne poses pas un peu la question du manque de sens et de saveur que nous ressentons dans notre rapport au travail, qui, je le rappelle, est tripalium, donc cet outil de torture lorsqu'on sait que plus d'un tiers de la population française salariée souffre d'un burn-out et dont 13% est en burn-out sévère.
Est-ce que ce n'est pas la question du rapport au travail que tu poses aussi avec cet ouvrage? Aussi, hein, là, je pose en fait plusieurs questions. La première, celle du mépris, hein, sous toutes ses formes, du mépris de classe, du mépris de race. Il y a toujours une raison pour qu'on vous méprise, hein, dans le milieu professionnel. Et puis aussi, effectivement, donc c'est au cœur du roman, la question du sens, et d'où la métaphore aussi avec la cuisine. Je n'ai pas choisi ce lieu-là par hasard, parce que voilà, dans une cuisine, la cuisine a très haut sens, et il y a une double définition de ce mot-là. Ce qui manque malheureusement en effet aujourd'hui et qui mène au burn-out dans les entreprises, c'est le sens qu'on donne à nos actions. Bien souvent, la performance a pris le pas, hein, sur le sens qu'on donne à nos actions, avant s'engager dans un métier parce que c'était quelque chose, on vouait sa vie à un métier parce qu'on y accordait une importance non seulement sur le plan pécuniaire, mais aussi sur le plan de l'épanouissement personnel. Voilà, donc tout ça a trait au sens et ça me semblait important. Et c'est vrai que moi, je continue à poser des questions, hein. Ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à le signaler, à me le signaler. Mais quand il n'y a pas de main levée, je continue l'entretien. Alors, il y a Soundes qui nous rejoint. Très bien. Alors, c'est vrai que la métaphore de la cuisine, elle fait référence à la diversité des ingrédients, de tout ce dont on a besoin finalement. D'ailleurs, tu l'évoques dans ton ouvrage, les différents ustensiles qui existent, les différentes épices, etc. Et donc, elle fait forcément référence à nos diversités, à nos héritages conscients ou inconscients d'ailleurs. Et ça pose aussi la question de notre rapport à ce monde globalisé. Alors, comment s'intégrer sans se diluer? Pourquoi s'intégrer d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion d'insertion, d'intégration? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intégrer? S'intégrer à quoi finalement? Comment contribuer à cette société par notre individualité sans se perdre? Parce que finalement, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on conjugue nos contradictions? Parce qu'on ne peut pas s'auto-définir. Et le fait de dire qu'on s'insère, c'est qu'on a déjà une définition bien précise de qui l'on est. Or, définir une identité, c'est quelque chose de très difficile, pour ne pas dire d'impossible. Et donc, là, j'ai posé plusieurs questions, mais finalement, comment est-ce qu'on cultive sa différence sans être dans un communautarisme? Et comment on affirme, enfin, comment intégrer un groupe sans se diluer, sans garder sa spécificité, selon toi, avec ton expérience associative et personnelle? Effectivement, souvent la question de l'identité, la question de l'intégration, de l'assimilation, ce ne sont là, à mon sens, que des projections, au fait, qui ne sont pas toujours bien intentionnées, malheureusement. Ça réduit l'individu. Dire de soi quand c'est inséré, pour moi, ça signifie un peu renoncer à une part de soi, ce qui serait dangereux dans un certain sens. Tout ça ne doit pas être un peu appréhendé à la manière d'un exercice auquel on serait contraint pour entrer dans le moule. Moi, je pense qu'il faut tout simplement être soi. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est suffisamment mondialisé. Beaucoup de barrières n'existent plus, et heureusement. Hein. Moi, je suis partie du constat, au fait, que ce soit dans mon premier ou dans mon deuxième roman, que l'on soit au Maroc, que l'on soit en France ou dans d'autres pays que j'ai pu visiter, on vit presque de la même manière. On a tous des téléphones, on s'habille presque avec les mêmes marques, on mange, tout le monde, même la nourriture, c'est globalisé. Toutes ces différences-là se sont gommées. Et bizarrement, quand vous arrivez d'un autre pays, eh bien là, vous devenez quelqu'un de différent. Et vous posez problème. Et ça, c'est dommage. Je trouve ça dommage. En tout cas, cette mentalité qui voudrait que vous posiez problème, et je la trouve dangereuse parce que, comme mon personnage donc, dans la théorie des aubergines, déjà, elle dit qu'elle, pour elle, son passage du Maroc à la France, où elle est venue étudier, n'était presque qu'un changement d'adresse. Elle ne s'est pas vraiment sentie étrangère. Ce sont les autres qui parfois projetaient sur elle l'image de quelqu'un qui serait par essence différent, ou en tout cas qui devrait faire un effort d'intégration. Voilà. Alors que elle n'estimait pas nécessairement que ça doit être quelque chose en tout cas de forcé, de contraint, de surveillé, même de la part de l'administration.
Et pourtant, lorsque tu parles à un moment donné, Dija, elle fait sienne ce narratif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle sent qu'elle n'est pas assez dans sa vie privée, dans son rapport avec son mari, où elle se sent redevable de son mari, de l'avoir fait venir l'avoir fait venir en France, etc. Donc finalement, est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'il y ait ce narratif ambiant, ça influence notre rapport à la société, au travail, à notre rapport à l'autre, puisqu'il y a cette notion de se sentir redevable, d'être dans un pays où il y a plus de liberté, où il y a des opportunités, etc. Alors qu'en réalité, on ne devrait même pas ressentir cela, quoi. Absolument. En vérité, c'est quelque chose en fait, qui fragilise, parce que ça déséquilibre des relations qui devraient se faire d'égal à égal, en particulier quand il s'agit du couple, quand il s'agit du lien amoureux, du lien conjugal. Dija, comme elle le dit à un moment donné, elle a un travail, elle est parfaitement, une citoyenne comme une autre, une citoyenne française comme une autre. Elle est cadre dans une agence de communication, mais elle ne comprend pas pourquoi elle a elle a eu une carte de résident, par exemple, de 10 ans, où c'était marqué qu'elle habitait chez son époux. Mm. Et là, je parle de choses que je connais. Hein. Moi-même, voilà, en étant, quand je suis arrivée ici, puis après, quand je me suis mariée, sur mon adresse, c'était marqué, voilà, chez et le nom de mon épouse, ce qui m'avait vraiment choquée. Donc, vous imaginez, déjà, en temps normal, une relation de couple, c'est quelque chose voilà, qui s'entretient, c'est quelque chose qui reste quand même à construire au quotidien. Donc, si on fragilise ces liens-là par des, voilà, par des contraintes de cet ordre-là, comme le dit déjà, elle dit par exemple, moi je paye le crédit de ma maison, je contribue à toutes les charges, et pourtant j'habite chez mon mari. Et ça c'est quelque chose presque que je trouve voilà, de fragilisant, quelque chose voilà, qui met dans une situation de vulnérabilité. C'est ça. Et puis en fait, c'est ce que tu décris aussi dans ton ouvrage, c'est ce rapport de force qui est toujours là. C'est ce rapport de hiérarchie qui existe entre, dans le monde du travail, évidemment, c'est très cristallisé. Mais en réalité, les liens d'humanité sont pas du tout circulaires. Ils circulent pas. Ils sont pas égaux. Il y a une hiérarchisation qui est pyramidale, où il y a toujours une ascendance, un rapport de force. On voit bien que les rapports sont très stratifiés. Est-ce que tu voudrais revenir un petit peu sur le parcours justement de Dija, qui se voit éjectée finalement de son métier parce qu'elle est rattrapée par cette forte digitalisation de son métier, et comment ce rapport de force s'établit assez rapidement lorsqu'elle décide d'intégrer cette équipe de jeunes cuisiniers. En fait, pour moi, déjà, au fait, voilà, elle est cadre dans cette entreprise-là. Elle traverse une crise. C'est une femme qui aime les mots. C'est une rédactrice en agence de communication qui travaille à l'ancienne. Elle se rêvait écrivaine. C'est un peu une écrivaine frustrée malgré tout. Et elle a du mal avec ce qu'elle appelle la paupérisation langagière, qui voudrait que tout fonctionne à coup de slogans, à coup de communication digitale. Donc, elle a beaucoup de mal avec tout ça. C'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime les belles formules. Et comme elle n'arrive pas à s'adapter, donc pour des raisons autres aussi qu'on découvre dans le roman, elle se fait virer de son travail d'une manière, comme malheureusement ça arrive souvent hein, aujourd'hui, hein, on entend ce genre de choses. Et à ce moment-là, c'est le vide, parce qu'on s'engage dans un travail, dans un métier de cadre, on y voue son temps, sa vie, et d'un coup, comme ça, vous êtes jeté dans le vide. Et elle a du mal à meubler ce vide. Et donc, elle traverse une crise identitaire que je qualifierais de sévère, puisque ça la pousse à se questionner sur des choses qui jusque-là la traversaient sans vraiment laisser un impact très fort. Donc, avant même d'intégrer la cuisine,
c'est quelqu'un de très lucide, hein. Elle n'idéalise ni son pays d'origine, ni son pays d'accueil. Euh, Elle aime les deux pays, en vérité. Euh, mais en même temps, elle dit ce qui ne va pas. Elle dit toutes ces blessures, toutes ces failles, c'est comme ça qu'elle les appelle, qui pourtant ne sont pas des choses très graves en soi, hein. C'est des petites égratignures comme ça. Euh, mais voilà, qui, dans ce moment de crise, vont lui faire très mal. Et donc, après, quand on lui propose d'intégrer cette cuisine d'insertion, avec le statut d'auto-entrepreneur, parce que, bon, sous couvert de vous offrir une liberté, hein, on vous donne aussi des contrats précaires. Donc, tout ça, ça fait partie de notre monde d'aujourd'hui. Absolument, absolument. Eh bien, elle rencontre des personnes, donc elle y va un peu à reculons parce qu'elle était quand même cadre, voilà. Et donc on lui dit, bah, tu vas rejoindre une cuisine d'insertion avec des personnes qui ont connu de grandes difficultés, qui ont été malmenées dans la vie pour une raison ou pour une autre. Et donc tu vas parler de cette expérience-là. Et donc, quand elle arrive, quand elle rencontre ces personnes, donc Véronique, qui était une infirmière qui a fait un burn-out, Jean II, Gérald et d'autres, et puis le chef Achour, bien entendu, qui est un personnage en couleur, pour qui j'ai eu énormément de tendresse, eh bien, elle se rend compte que le mépris qu'elle a subi est semblable au mépris aussi que subissent ces gens-là. Voilà. Au fait, l'intégration, la démarche d'intégration, à mon sens, est très semblable à la démarche de l'insertion. C'est ce qu'elle comprend. Qu'on lui demande en vérité, en tant que personne venue d'un autre pays, le Maroc en l'occurrence, est similaire à ce qu'on demande à ces personnes-là et aussi à tout ce qu'on projette sur eux, de mépris. Mais la mère de Dija joue aussi le rôle de l'intégration et de l'insertion, puisqu'elle pousse sa fille à chercher un travail bien rémunéré, à avoir un statut social. Je veux dire, Dija est un personnage qui est quand même tiraillé entre elle-même et elle-même, le lien qu'elle entretient avec elle-même, avec toutes ses contradictions, le lien qu'elle entretient avec la société, avec le monde du travail, etc. Et la mère est là comme pour lui rappeler qu'elle a un jeu social à jouer. Et c'est finalement ce jeu social-là qui est dangereux, puisque c'est le fameux persona. On porte le masque social pour pouvoir s'intégrer dans une société qui hypocrite, finalement. Et c'est la beauté de Dija, finalement, c'est qu'elle essaye de rester intègre dans cette hypocrisie sociale. Elle essaye d'être elle-même, de rester authentique à la beauté de son écriture, à sa poésie, dans un monde qui la tiraille, qui la martyrise aussi. Tout à fait. En fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Sa mère croit bien faire, hein, en lui mettant cette pression pour qu'elle trouve un travail qu'elle juge digne de l'intelligence et du niveau de sa fille. L'administration française aussi lui a mis des pressions pour qu'elle s'intègre. Donc c'est une femme effectivement qui est tiraillée de part et d'autre pour correspondre à des projections, entrer dans des moules différents. Et comme vous le dites si bien, c'est quelqu'un en fait d'authentique au fond. Et qui, pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des faiblesses. Elle n'a pas peur des faiblesses. Elle n'a pas peur d'en parler, n'a pas peur de les afficher. C'est ce qui fait aussi que ça se passe très bien dans cette cuisine d'insertion entre ces personnes-là. Il ne faut pas avoir honte de nos fragilités, de nos faiblesses. Bien entendu, c'est facile à dire, mais c'est aussi ça le sens de la théorie des aubergines. Voilà. Ouais. C'est Romain Gary qui disait que c'est la faiblesse qui sauve l'honneur. Et je trouve très belle cette phrase. C'est la faiblesse qui sauve l'honneur. Et c'est aussi, j'ajouterais aussi que l'écriture, c'est aussi un dernier recours. C'est une revanche pour ces perdants, pour ces perdants magnifiques. Et dont elle aussi fait partie. Absolument. Et en fait, on voit très bien au début du livre que ce sont des personnes, des personnalités très détachées, finalement, même si Achour essaye de créer ce lien. Et finalement, au fil des pages, on va s'apercevoir qu'il y a une cohésion qui se met en place, qu'il y a des complémentarités, qu'il va y avoir de l'amour aussi, qu'il va y avoir des sentiments qui vont se développer entre certains personnages.
Et finalement, c'est ça la cuisine. C'est la tambouille de ce qui, a priori, ne devrait pas fonctionner ensemble et qui fonctionne, et comme la société d'ailleurs. C'est particulièrement les individualités de chacun qui fait que ça marche. C'est parce qu'on est différent que ça fonctionne. Exactement. Et ça n'a rien de nier cette démarche-là. De bienveillance, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot galvaudé aujourd'hui, hein, la bienveillance. Ouais. Voilà, donc ça n'a rien de nier. Je pense qu'au contraire, c'est ce qui nous grandit et c'est pour ça, voilà, dans la construction stylistique, on va dire, ou en tout cas sur le plan technique du roman, je l'ai construit comme un trompe-l'œil. J'aurais pu réunir mes personnages dans un autre univers pour parler du même sujet, des mêmes problématiques. Mais la cuisine me semblait voilà, un univers approprié à cette thématique-là. Alors, mesdames, alors Raja vient de nous rejoindre. Est-ce que tu souhaiterais poser une question, ma chère Raja? Soundes, bienvenue. Ruth Ouazana qui vient nous rejoindre aussi. N'hésitez pas à poser vos questions, mesdames. Soundes, est-ce que tu veux poser une question? Vu que tu travailles un petit peu dans cet univers, si tu souhaites intervenir, n'hésite pas. Non? Ruth, est-ce que tu souhaiterais prendre la parole? Ah, active ton micro. Je suis arrivée un peu trop tard pour avoir le plaisir d'entendre Leïla expliquer, mais j'ai lu le descriptif que tu en avais fait, Leïla. Et j'ai trouvé que le sujet était pas seulement gourmand, mais surtout bon pour la découverte de l'autre et pour aller partager des choses, quoi. Donc, Et ce qui est chouette aussi dans cet ouvrage, Leïla, c'est que tu abordes aussi la question d'Ishtar. Avec l'arrivée d'Ishtar, ce personnage, c'est cette femme qui porte le voile, tu poses aussi la question des amalgames qui sont liés à l'identité. Enfin, moi, j'aime bien l'identité au pluriel, aux identités arabes, maghrébines, le foulard, enfin, toute cette tambouille, quoi, tout ce melting pot qui sous-entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que dit Ishtar de notre époque? Je trouve que tu l'abordes très justement dans le sens où tu laisses la personne à celle que cela concerne, la question du voile, en ayant une posture, on va dire, non binaire, parce que tu dis l'histoire n'a pas attendu l'islam pour voiler les femmes. Et Ruth, dans ta tradition juive, j'aimerais bien aussi que tu prennes la parole parce que ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette question du voile et de tous les amalgames qui sont liés à cet objet qui prend, à mon sens, beaucoup de place dans notre panorama socio-médiatique? C'est une question qui me parle beaucoup parce que, et pour te répondre par un mot, en fait, ce qui pose problème, moi, à mon sens, aujourd'hui, dans notre société aussi, c'est la peur. La peur, tout simplement, la peur de l'autre, la peur de la différence, et puis de l'univers, effectivement, peut-être médiatique, et puis les réseaux sociaux, tout ça. Donc, colporte aussi une partie de certaines idées qui mènent à cette peur. Mais si on fait l'effort aussi de s'intéresser aux individus, hein, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. En tant qu'être humain, on a tendance à simplifier les choses, simplifier le rapport à l'autre et l'identité même des autres. Voilà, on le définit par quelques grands traits comme ça, caractéristiques pour tout, pour nous faciliter la tâche. Mais la réalité est souvent bien plus complexe et bien plus intéressante aussi à apprivoiser. Et pour toi, c'était important d'inclure le personnage d'Ishtar dans cette... en plus, elle arrive en fin de course. C'était important pour toi de la mettre dans ce livre parce que tu voulais raconter justement l'histoire de ce qu'on fait porter aux femmes dans leurs identités. On a tendance, c'est vrai, à assigner une identité
de subordination de la femme lorsqu'elle porte un voile, mais aussi à en faire un instrument spirituel ou religieux, alors que ça peut être aussi politique, ça peut être aussi en lien avec la mode, ça peut être aussi en lien avec la sécurité. Je veux dire, le voile dévoile une histoire et elle est propre à chacune finalement. Tout à fait. Il y a plein d'aspects se nourrissent au fait de cette peur, de ce problème, se nourrissent du voile. Comme vous dites, voilà, l'aspect économique, on le voit avec Ishtar. En tout cas, elle l'explique très, très bien. Je pense que c'est le dialogue qui s'établit quand Ishtar arrive dans la cuisine me semblait nécessaire. Donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de... Chacun projette sur elle sa propre lecture de la question du voile, de la question de l'islam, de la question des dominations faites aux femmes. Voilà. Donc, elle donne l'occasion aussi aux autres personnages d'exprimer leur point de vue sur cette question-là. Donc, finalement, le voile est aussi un reflet de ce que pense le narrateur. Ah oui, en effet. J'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire par là, c'est-à-dire En fait, le voile, on va projeter sur l'autre ce qu'on pense soi-même du voile. Ou on va refléter sur le voile ses propres peurs, ses propres questionnements. Ah oui, entièrement. Oui. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou faire une remarque dans le groupe? Non. Okay. Si, moi je veux bien, Karima. Karima, je t'en prie. Oui, bonjour. Non, en fait, je trouve ça assez intéressant, la question. J'ai pas encore lu le livre, malheureusement, mais par rapport à tous les échanges que vous avez eus, moi, ça m'a rappelé quelque chose, entre guillemets, une petite anecdote. Bon, après, ça dépend, on a très certainement des âges différents. Mais moi, ça me rappelle cette histoire d'intégration, de devoir dire qu'on doit s'intégrer. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça par rapport à une histoire personnelle. C'était à l'époque où, justement, il y a eu cette fameuse manifestation de volonté. Quand on était né en France, il a fallu un moment pour devenir français, quand on était de parents étrangers, manifester sa volonté de devenir français. Et moi, je l'ai très mal vécu, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment à ce moment-là où en fait, on vous renvoie, vous disiez ça tout à l'heure, où c'est les autres qui vous renvoient. Parce que moi, j'avais l'impression, voilà, j'étais moi, je vivais, voilà, j'étais partie intégrante finalement. Et là, on vous demande de choisir, on vous demande de manifester une volonté, alors que la question s'était jamais posée. Et je trouve que finalement, ça date de, moi j'ai 45 ans aujourd'hui, ça date je pense que c'était très certainement à l'époque de mes 18 ans, etc., ou 16 ans, je ne sais plus exactement quand c'était. Et finalement, on se rend compte que ce sujet-là, il est toujours là en fait. Donc à d'autres niveaux, vous parliez du voile aussi. Et puis une des lectures aussi du voile, c'est peut-être aussi au bout d'un moment, il y a peut-être des gens, moi j'ai bien réagi, je me suis dit bon, on avance et puis on passe à autre chose. Et il y a peut-être des gens qui se sont rejetés, etc. Donc il y a tellement de raisons, de choses qui font que, enfin voilà, je voulais juste, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, même si peut-être que c'est loin du sujet, peut-être, parce que je n'ai pas encore lu, comme je vous le disais, le livre, mais voilà, ce que vous disiez, Leïla, aussi, au sujet de, vous êtes arrivé, et puis voilà, il fallait être, voilà, sur votre carte, vous étiez chez votre mari, voilà, c'est ce truc-là où on vous impose toujours, où on vous rappelle quelque chose, alors que vous êtes, des fois, on a juste envie de dire, on est nous, quoi, c'est tout, on fait partie, enfin, je sais pas, c'est un sujet complexe et vraiment, moi, la question que je me pose, ou en tout cas, voilà, je n'ai pas encore lu le livre et peut-être la fin, c'est quelle est la solution finalement? Comment nous, à notre niveau, on peut changer les choses? Comment on peut... Voilà, on vous parlait de bienveillance, je pense que c'est la bienveillance, mais bon, si on est moins de bienveillants que de... S'il y a plus de personnes non bienveillantes que de personnes bienveillantes, ouais, voilà, c'est pas que c'est un problème inextricable, mais voilà, je vous partage un peu, c'est pas vraiment une question, pas vraiment une réponse, mais voilà, c'était ce que ça m'a évoqué, en tout cas, tous ces échanges. Merci, Karima. Oui, merci beaucoup. Et ce que vous dites est très juste. Et il est beaucoup question de ça dans le roman, hein, vraiment. Et ça m'évoque la question en fait, de la suspicion. On parle aussi déjà dans le roman. En gros, vous restez quand même toujours un peu suspect. Déjà, c'est le sentiment qu'elle a eu, tout en étant
enfin, derrière, elle a des apparences de personnes tout à fait intégrées, mais elle sent quand même un petit fond, un peu de suspicion. En gros, le message tel qu'elle le reçoit, hein, et tel que d'autres personnages aussi de cette cuisine, hein, pour d'autres Bien raisons, sûr. le ressentent, c'est qu'il faut se tenir à carreau, en gros, pour se dire que pour le moindre fait ou geste qui serait mal interprété ou déplacé, eh bien, on est là, voilà, il y a une suspicion, ce qui est très désagréable à vivre, c'est qu'elle n'est pas tout à fait considérée comme Ouais, c'est ouais, un ouais. égal. Et puis maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a le double problème qui vient se rajouter parce qu'effectivement, il y a eu du fait vous parliez du voile, et cetera, du fait, il y a aussi, il peut y avoir aussi de l'intolérance finalement des 2 côtés. Donc on se retrouve aussi parfois, de la suspicion d'un côté ou d'un autre, où vous devez, prouver que vous êtes intégré, quand vous avez une double culture, aussi bien d'un côté et qu'on est parfois aussi tiraillé par, voilà, est-ce qu'on est que ça ou est-ce qu'on est que ça? Et des fois, c'est difficile de devoir dire: «Non, je suis une entité avec toute la richesse que j'ai pu obtenir des 2». Et Oui, c'est ça qui est parfois, et pour moi, je trouve que c'est l'émergence aussi d'un autre, d'un autre challenge ou d'une autre problématique qu'on n'avait peut-être pas nécessairement avant parce que tout le monde était un peu dans le même moule. Et puis maintenant, voilà, il y a une espèce de dichotomie qui fait que pour certaines personnes peut-être, on a l'impression qu'il y a la suspicion vient de partout maintenant. C'est, aussi bien des gens qui vous ressemblent physiquement et des gens où voilà, enfin je sais pas, c'est assez complexe à exprimer. oui, et parce qu'on en vient à cette question à ce problème d'uniformisation aussi C'est ça. euh, Mmh. du monde, presque. Et parce qu'au fond, c'est presque une banalité de le dire, ce qui nous réunit, ce qui fait qu'on ressemble aux autres, dépasse largement ce qui nous différencie. On a Mmh. beaucoup plus de similitudes que de différences, et d'où que l'on vienne, qui que l'on soit, qui qu'on Ouais. soit. Ouais, ouais, Et c'est vrai. on le voit avec la problématique, par exemple, des demandeurs d'asile, des migrants également. Moi, j'anime souvent des ateliers d'écriture auprès de demandeurs d'asile, de migrants, ça m'arrive. Et, euh, et je suis souvent étonnée parce que dans les médias ou même quand je discute avec des amis ou au sein de ma famille, on a une représentation presque robotique, hein, très stéréotypée de qui est le demandeur d'asile ou qui est Ouais, ouais. Mmh. alors que moi, je rencontre des gens qui n'ont parfois absolument rien à voir les uns avec les autres, qui ont des caractères, il y a une diversité telle que l'on ne peut absolument pas réduire la question de l'immigration à un tas Un de... profil, ouais. à un Aux 2 profil, cases, ouais. exactement, ou au titre d'une une malheureuse d'un journal. Enfin, voilà. Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est vrai. Mais Merci en tout cas. cette question de l'insertion, tu la symbolises aussi avec le prénom de Khadija qui est tronqué en Dija pour qu'elle puisse justement s'intégrer dans son milieu professionnel. Et on le voit dans certains, on voit que lorsqu'on reçoit des appels de centres d'appel, etc., souvent ce sont des prénoms français, Mmh. mais l'origine, elle peut être maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, peu importe. Et en fait, il y a cette question de devoir changer de prénom ou changer d'identité pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir faire partie de ce collectif-là. Et ça, c'est une vraie question au niveau professionnel. On parle même de faire des CV anonymes pour pouvoir détourner les discriminations liées à l'origine culturelle ou sociale. Oui, parce qu'au fond, il faut presque toujours donner des preuves de son innocence. Ouais. Dire, bon, ben, c'est bon, vous voyez, vous n'avez rien à craindre, je m'appelle Dija plutôt que Khadija, donc je- voilà, il faut donner des preuves de son innocence, donc ça répond un peu à cette agression qu'est la suspicion aussi. Mm. Euh, alors que, bon, pour répondre à Karima sur quelle serait la solution, c'est vrai que je n'ai pas de recette à ce niveau-là, malheureusement. Néanmoins, moi, enfin, à mon petit niveau, hein, je n'ai pas de leçon à donner aux gens, mais en allant tout simplement vers l'autre différent, comme il est, eh bien, ça résout le problème. Mmh. Au quotidien, ça le résout, je trouve.
Oui, oui, à notre niveau, on peut faire ça. Oui, oui, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. De toute façon, après, on ne va pas juste faire le constat et se dire, ah bah c'est foutu, je ne fais rien. Il faut que chacun se dise que bah, il faut continuer. Et puis voilà, si on a de la bienveillance, être bienveillant envers les autres. Et puis Et puis voilà, justement, on sortira du ah mais toi t'es pas pareil que les autres. Mais bon, c'est justement, ouais, et c'est quand on le fait et qu'on le vit bien, ouais. bizarrement, on est capable d'en parler et d'en étudier tous les contours. C'est vrai. Raja, je te donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous. Et alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais ça me donne très, très envie de le lire, de tout ce que je viens d'entendre. Et je voulais savoir, donc ici, si j'ai bien compris, il y a plein de problématiques qui naissent. Enfin, en fait, Khadija, c'est ça, elle passe d'une classe sociale aisée, plus ou moins, à une classe sociale inférieure. Et de là, toutes les problématiques un petit peu de société, identitaire, problématique du voile, comme on a vu, la problématique d'insertion, etc., naissent et l'histoire se passe dans ce niveau-là. Est-ce que ça aurait pu être l'inverse? Est-ce que toutes ces problématiques-là, identitaires, est-ce qu'elles auraient pu se révéler si ça avait été l'inverse, si ça avait été une ascension sociale? Est-ce que, inversement, ces problématiques-là, elles, 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 elles sont existantes, en fait? Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Oui, je pense. Leïla, il faut que tu réactives ton micro. Alors, merci Raja, et je pense avoir compris le sens de votre question. En fait, dans le roman, Dija, elle commence d'abord par faire une ascension quand même, hein, dans le sens où elle arrive du Maroc, où elle vivait dans une famille de la classe moyenne avec une mère. Enfin, elle vivait toute seule avec sa mère. C'est grâce à de brillantes études qu'elle arrive à décrocher le poste qu'elle occupait donc, dans cette agence de communication, donc et à devenir cadre. Et donc, elle y est arrivée aussi grâce à ses capacités, hein, et à son travail. Donc, c'est un peu une transfuge de classe de ce point de vue-là. Elle n'est pas issue d'une famille installée en France, très aisée. Non, en fait, sa mère reste au Maroc, sa mère qui est institutrice au Maroc, qui a tout fait pour l'élever, lui donner une éducation. Et donc, quand elle s'installe en France, voilà, il y a une ascension sociale quand même qui se fait. Et quand elle vit cette ascension sociale, elle subit aussi des pressions et un certain rejet et une suspicion qu'elle décrit très bien, dont elle parle. C'est-à-dire qu'elle le dit à un moment donné, je ne me souviens plus de l'expression exacte, mais elle dit qu'à force de doigts pointés, elle a fini par développer presque une susceptibilité un peu exagérée. Elle passe par des petites choses, par exemple, sa patronne qui lui dit « Mais il te vient d'où ce bon français ?» Alors qu'elle est rédactrice dans une agence de communication, elle doit donner des preuves d'où lui vient ce bon français. Et puis, il y a aussi des personnes qui jugent qu'elle n'est pas suffisamment française, alors que elle, avant même d'obtenir la nationalité française, estimait qu'elle était française par la langue, par la culture française qui l'a toujours intéressée, qu'elle a toujours aimée, et puis aussi par la relation amoureuse aussi avec son mari. Ensuite arrive la dégringolade. Et donc, quand elle est licenciée de son poste et qu'après, donc après avoir traversé une période de chômage, elle rejoint ce groupe de personnes réunies dans une cuisine d'insertion, et bien là, ce sont d'autres problématiques qu'elle rencontre. Donc, finalement, en fait, quelle que soit la classe sociale, cette jeune femme maghrébine doit quelque part tout le temps, elle est tout le temps suspecte quelque part, elle doit tout le temps s'intégrer en fait. Donc, elle doit tout le temps se justifier, au minimum se justifier. Voilà. Au minimum se justifier. Ouais.
et essuyer essuyer des remarques, voire des discriminations. Hein. Voilà. Mhm. Je pense que de toutes les façons, ces problématiques-là se croisent dès qu'on est une femme, peu importe l'origine d'ailleurs d'une femme. Voilà, les sociologues, ça nourrit beaucoup de travaux de sociologie. Les questions de genre, les questions d'origine sociale, d'origine ethnique. Et quand on cumule les étiquettes, forcément, le poids de ces difficultés-là est beaucoup plus lourd. Oui, elles s'accumulent. Ruth, je te donne la parole. Avec la vidéo, c'est plus agréable. Merci Leïla et Leïla. Moi, cette dernière discussion, elle me fait penser à une chose, et la précédente également. C'est l'arrivée en France de ma grand-mère dans les années 60 de Tunisie, où quand elle me le racontait, maintenant elle est décédée, mais quand elle me le racontait, elle me disait qu'elle avait avalé couleuvre sur couleuvre, alors qu'elle s'appelait officiellement Gabi Yari, donc c'était pas aussi, enfin c'était mixte, on va dire. Le métier qu'elle avait quand elle était en Tunisie, eh bien, elle l'a totalement changé pour arriver en France. Elle est passée de prof à vendeuse pour avoir un boulot, pour pouvoir nourrir la famille tout de suite. Et je pense que c'est le lot, en fait, de toutes les minorités qui déménagent et qui arrivent dans un nouveau pays, d'arriver et de devoir s'adapter en ayant toujours la pression, effectivement. J'ai envie de citer Albert Cohen, quand il arrive en France, pareil, qui se fait moquer par ses copains de collège, lycée, qui lui disent qu'il ne sera jamais à leur niveau. Et dans le livre de ma mère, il dit ça. Il dit effectivement, j'ai jamais été à leur niveau, mais en allant au-dessus. Parce qu'il a réussi et brillamment réussi, parce qu'il avait cette pression justement de réussir et de prouver que malgré le fait que ce soit un immigré, malgré le fait qu'il ne fasse pas partie de cette France telle que les autres le voient, mais telle que lui la ressent, ça lui donne justement à Albert Cohen, comme à ma grand-mère, enfin comme à mes grand-mères, une du Maroc, une de Tunisie, et de manière générale, la pression pour réussir, pour pouvoir justement être accepté dans la société. Et je ne sais plus si c'est Raja ou Karima qui le disait, sur le fait effectivement d'avoir plusieurs identités, c'est une richesse. Et il n'y a pas besoin de choisir, même si parfois on nous demande d'être dans un choix de l'une ou de l'autre. Ce qui fait toute notre richesse intérieure, c'est qu'on a toute cette diversité en nous. Et que c'est ça qui nous permet justement de pouvoir embrasser les différentes cultures, les différentes religions, les différents mondes dans lesquels on avance, et qui nous permettent justement de pouvoir créer des liens et de créer des ponts ou des passerelles entre ces différents mondes. Et je suis très intéressée par lire ce livre, lire votre livre, Leïla, parce qu'effectivement, je pense qu'il nous parle à toutes et à tous d'où qu'on vienne, quoi. Merci beaucoup, Ruth. Ça me touche énormément. Et effectivement, non seulement notre identité, elle est multiple, elle est riche, et heureusement, mais en plus, c'est quelque chose de vivant, de changeant aussi. Et ça, quand on en prend conscience, quelque part, ça libère. C'est-à-dire mon identité telle que je l'aperçois aujourd'hui, peut-être que demain, voilà, elle a le droit aussi de changer, de s'enrichir. C'est quelque chose d'ouvert. Et c'est pour ça que ce que vous dites, Ruth, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on a
on a ce défaut de vouloir un peu réduire l'identité des personnes, enfermer quelque part, enfermer, cloisonner des identités. Et Là puis, où en plus, l'identité ou les identités se nourrissent de la différence de l'autre. C'est tentaculaire, c'est-à-dire qu'elle va aller aussi chercher ce qui lui plaît et se nourrir parce qu'elle a besoin justement de la richesse, de la différence, de l'altérité pour grandir. oui, nous ne sommes pas imperméables aux autres. Voilà, ce à quoi nous nous ouvrons et ceux qui acceptent aussi de s'ouvrir à nous avec leurs particularités nous enrichissent. Absolument. Sundes, je te laisse la parole. Bonjour à toutes. J'ai dû couper ma caméra, désolée. Leïla, je reprends un petit peu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important d'offrir toutes ces richesses. Mais la difficulté aujourd'hui, moi je le constate, je travaille dans une association sportive, c'est que en fait, cette richesse, elle peut être à la portée. Là, je prends par exemple, je travaille dans un club de foot. Cette richesse existe parce que il y a une passion commune qui va rassembler ces différentes cultures, qui est le foot. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça marche pas avec ma génération parce qu'on a toujours été mélangés depuis qu'on est jeune. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne se mélange pas à d'autres cultures. En fait, elles sont... je vais prendre les filles maghrébines hein, pour pas mâcher des mots. Elles vont être attirées, elles vont rester entre elles. Mais elles vont arriver à se réussir, à se mélanger autour de la passion du foot parce que c'est une passion commune. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, elles sont attirées par les personnes qui les ressemblent. Elles ne vont pas aller vers les personnes différentes. Aujourd'hui, c'est ce que je constate auprès de notre jeunesse, ce que moi, je n'ai pas connu étant jeune, parce que j'ai grandi dans la mixité, parce que nos quartiers étaient très, très mixtes, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tout à fait, c'est la peur dont tu parlais tout à l'heure, Leïla. Oui, et puis c'est vrai que c'est un paradoxe aussi de notre époque. Hein. Comment se fait-il qu'on puisse voyager depuis la France dans des pays du Maghreb en 2-3 heures, on y est, on regarde les mêmes émissions où que l'on soit dans le monde, les mêmes chaînes YouTube, etc. On s'habille pareil, les mêmes marques, hein, voilà, et puis on vit dans un monde mondialisé et bizarrement, dès qu'il s'agit de rapports humains les plus simples, peut-être que ces jeunes filles dont vous parlez, peut-être que voilà, elles ont des camarades qui habitent dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villes, mais à qui elles se mélangent pas. Et je trouve ça vraiment un paradoxe. Je n'arrive pas toujours à... Je trouve ça vraiment dommage. Ruth, je te laisse la parole. Oui, je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce qui a été dit. C'est que moi, j'ai fondé une association dans laquelle on organise des visites de lieux de culte et dans lesquelles on va à 3 voies, juifs, chrétiens, musulmans, dans les établissements scolaires pour rencontrer les jeunes. Et on voit l'impact que ça a, on fait des études d'impact avec les profs et on voit les réactions des élèves quand ils sortent soit que ce soit des mosquées, synagogues ou églises ou de cette intervention à 3 voies, ils viennent nous remercier parce qu'en fait, ils ont découvert quelque chose de nouveau et ils ont découvert en fait que l'autre, il n'est pas si différent de nous-mêmes. Et je crois que c'est ce que vous disiez, Leïla, c'est quelque chose on a tendance à se communautariser, à se dire que l'autre ne nous aime pas et donc on va rester dans un petit groupe pour se protéger parce qu'on a peur. Et en fait, le fait d'aller à la rencontre d'eux et de pouvoir parler jusque dans une certaine mesure sans peur, de se faire accepter, c'est-à-dire d'accepter d'abord les règles du jeu de la société dans laquelle on vit pour pouvoir parler et se faire accepter également, et de pouvoir parler, de pouvoir partager et de pouvoir comprendre que
d'arriver à rejoindre l'autre effectivement dans sa différence. Et pour revenir à l'action qu'on a sur le terrain, voir que les jeunes, ils sont heureux en fait. Ils sont heureux de comprendre que ce qu'ils pensaient sur les uns ou sur les autres, c'était que des pensées, c'était que des préjugés, et qu'ils peuvent aller au-delà et de pouvoir créer de nouveaux liens avec leurs copains, leurs copines en classe. Et pouvoir aller vers l'autre de manière générale. On finit quasiment systématiquement nos interventions en disant rappelez-vous, l'autre, c'est une chance de s'enrichir. Et je pense que c'est important, notamment pour les minorités en France, de pouvoir le rappeler. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on est majorité au sein de la majorité. On n'a pas cette problématique, on n'a pas ce questionnement. Mais quand on arrive d'ailleurs, quand on a une autre culture, une autre religion, quand on est femme, quand on est d'une manière ou d'une autre, dans un cas où on peut se sentir jugé pour ce qu'on représente et non pas pour qui on est, je pense que c'est d'autant plus dans ces cas-là que c'est important de prendre la parole ou d'écrire des livres pour pouvoir effectivement présenter le fait que c'est une richesse et c'est quelque chose de bien de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Absolument, et bravo pour ce que vous faites, parce que ce sont des initiatives comme ça qui font bouger les choses et qui font qu'on en vient peut-être qu'on en viendra un jour au moins à bout de ce genre de problématiques. L'idée, au fait, c'est de décomplexer tout ça, c'est de décomplexer même son rapport à sa propre identité. Moi, je connais personne qui pense tous les jours à sa propre identité ou à la définir. Ouais. Moi, je sais pas, personne ne se dit un matin, mais qui suis-je? Enfin, on n'entre pas dans ces débats philosophiques dans la vie quotidienne. On prend la vie comme elle arrive, et ça serait peut-être bien de le faire quand il s'agit aussi de nos rapports avec les autres. Raja, je te donne la parole. Merci Leïla. Alors, cette question, elle rejoint un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, et notamment le fait d'aller vers l'autre. Et en fait, dans votre livre, je me demandais, est-ce que le fait d'être dans une situation commune socialement, socio-économiquement, est-ce que ça n'a pas ouvert à plus de tolérance, justement? Parce que, quelque part, si je devais reformuler cette question ou la compléter, c'est pour vous, est-ce qu'il y a... c'est quoi le plus gros frein, en fait? Est-ce que ce serait d'aller vers l'autre entre différentes classes sociales, ou aller vers l'autre même si on n'est pas de la même ethnie, quand on est de la même classe sociale, dans les mêmes emmerdes, entre guillemets, sociales? Est-ce que ça n'ouvre pas à plus de tolérance quelque part quand les gens traversent les mêmes difficultés socio-économiques, qu'on soit juif, musulman, français, belge, parce que je suis belge d'origine marocaine, mais je veux dire par là, est-ce que imaginons entre deux femmes maghrébines, l'une étant issue d'une classe sociale très aisée et l'autre étant issue d'une classe sociale avec beaucoup de difficultés, donc précaire, est-ce que celle qui est dans une classe sociale précaire ne serait pas amenée à avoir plus de points communs finalement avec une autre personne, femme ou homme, issus de la même classe sociale? Est-ce que le fait que, voilà, pour terminer, est-ce que le fait que, voilà, ils se retrouvent tous dans la même cuisine, en insertion sociale, alors qu'ils sont tous un petit peu différents, est-ce qu'il en sort quelque part une certaine solidarité qui dépasse leurs identités? Entièrement, parce que leurs faiblesses résonnent entre elles. Quand nos blessures, quand nos failles
rejoignent aussi, enfin, s'identifient dans celle de l'autre, je pense que ça nous rapproche. Ça nous rapproche et quelque part, ça résout un peu le problème des autres différences qu'il peut y avoir. En tout cas, c'est ce qui se passe dans cette cuisine-là. Parce que, comme j'avais dit au début, déjà, elle se rend compte que le mépris qu'elle a subi et dont elle, ben, à plusieurs étapes de sa vie, hein, eh bien, il a quelque chose de semblable à ce que des personnes marginalisées, qui connaissent des difficultés économiques, eh bien, ont subi. Oui, absolument. Et c'est précisément dans le regard de l'autre qu'on se connaît. Parce qu'indépendamment du fait qu'ils partagent le même combat, parce ils appartiennent tous à peu près à la même classe sociale, ils ont tous leur casserole, il n'empêche que cela vaut aussi, à mon sens, hein, Raja, lorsque deux femmes de milieux aisés se retrouvent, mais qu'elles n'ont pas la même origine culturelle ou cultuelle. Je pense qu'on essaie toujours en fait, de se retrouver dans nos combats communs, finalement. Et c'est un peu ça la symbolique de cet ouvrage. On est en train d'arriver au terme de notre échange, ma chère Leïla. J'aimerais juste revenir rapidement sur ton engagement associatif, puisque tu es aussi présidente d'une association. Est-ce que tu aimerais revenir là-dessus rapidement avant de clôturer cet échange? Au fait, l'engagement associatif, c'est quelque chose de très important pour moi individuellement. C'est-à-dire qu'en 2009, au Maroc, j'ai créé, donc, avec d'autres personnes, et ma mère en l'occurrence, une association donc, qui s'appelle Zitoun et qui se trouve à 60 km de Marrakech. Notre idée de départ, c'était simplement dans le village d'origine de mes grands-parents, donc dans le Haut-Atlas, alphabétiser les femmes parce que bien souvent, elles n'étaient pas allées à l'école, voilà, elles n'avaient pas d'autres perspectives dans la vie que celle d'élever les enfants ou d'aller travailler dans les champs. Et d'ailleurs, c'est une région qui exportait beaucoup de ce qu'on appelle les petites bonnes au Maroc. Donc, il fallait aussi retenir les filles dans ces villages-là. Et donc, on s'est dit, on va ouvrir une classe avec nos petits moyens, une classe d'alphabétisation, ce qu'on a fait. Et au fil du temps, donc, on a fait nos preuves et on a commencé à avoir des financements de l'État en l'occurrence. Et donc aujourd'hui, on alphabétise plusieurs centaines de personnes chaque année. Donc il y a eu des années où on a alphabétisé jusqu'à 500 femmes. Et maintenant, on a aussi des classes pour les hommes. Et notre action s'est étendue à plusieurs villages de la province de Mjat Chichawa. Voilà. Et puis, on a développé ça aussi à d'autres activités. Et en parallèle, donc moi je suis vice-présidente aujourd'hui de cette association-là. J'ai aussi d'autres engagements, hein. Moi j'habite à Besançon, donc en France. Je suis aussi administratrice d'une entreprise d'insertion qui s'appelle Intermed. Donc voilà. D'où aussi mon intérêt pour ces questions-là d'insertion socio-professionnelle. Et même si aujourd'hui je ne suis plus du tout conseillère en insertion, mais je garde cet engagement-là dans le monde de l'insertion. Absolument. Bah, bravo à toi pour tout ce que tu fais. Est-ce que je te laisse le mot de la fin avant de procéder au tirage au sort? Parce qu'on va offrir ton livre à une de nos adhérentes. Formidable. Ben, en tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir eu cette discussion-là aujourd'hui avec vous. C'est vraiment enrichissant, émouvant et passionnant. Et puis, je pense qu'on écrit aussi pour ça. Moi, j'écris aussi pour, bien entendu, parce que j'aime la langue française et que j'aime la travailler, voilà, mais aussi pour cet idéal-là qui est le mien et que j'essaie d'exprimer à travers mes romans. Absolument. Merci. Merci beaucoup, ma chère Leïla, d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, je vais offrir le livre du mois à un de nos adhérents. Je remercie au passage les personnes qui sont adhérents et qui ont renouvelé leurs adhésions, c'est-à-dire Louisa, ici présente, Lise et Malika. Et la gagnante, c'est Louisa. Voilà, Louisa Lamine. Ce livre est pour toi. Je pense que ça te plaira. Enfin, je pense qu'il te plaira, ça c'est sûr et certain. Pour ma part, je vous retrouve tous et toutes le 24 septembre à 14h avec Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve et son ouvrage L'odeur d'un homme, donc le 24 septembre à 14h. En attendant, je vous souhaite un bel été. Je vous invite à offrir ce livre aux personnes
que vous aimez. Sachez que, souvenez-vous qu'en été, on a quand même plus de temps, donc prenez le temps de lire et de découvrir. Je ferai un post sur toutes les écrivaines de notre premier semestre et je vous souhaite à tous et à toutes un bel été et je vous dis à septembre. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonnes vacances à tout le monde. Merci, revoir. au revoir. Bel été à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, très bel été et bonne À lecture. bientôt. Merci. Bonne